Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Élisabeth Guigou. Bonjour Élisabeth Guigou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été plusieurs fois ministre sous François Mitterrand, vous avez été la première femme garde des Sceaux, ministre de la Justice en 1997. Vous avez également tenu le portefeuille des affaires européennes. Aujourd'hui, vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis et vous présidez la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. À ce titre, vous revenez tout juste d'Iran où vous avez passé plusieurs jours. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Mathieu Castagnier qui vous pose la première question. Alors, on en parlait, vous étiez au Moyen-Orient. Quel regard vous portez sur la situation là-bas en Syrie, particulièrement en Irak? Et quelle est votre position dans le débat qui est de dire quand on a deux ennemis, il faut en choisir un qui est pire que l'autre et voilà, et la fin justifie les moyens et peut-être qu'il faut aider Bachar pour sortir de Daesh? Élisabeth Guigou. Oui, écoutez, c'est extrêmement grave et très inquiétant parce que c'est vraiment une situation de chaos au Moyen-Orient. Vous avez cité l'Irak, la Syrie, mais il faut aussi parler de Palestine-Israël. Regardez ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées ou le mont du Temple, enfin bon. Donc c'est vraiment très inquiétant parce que Daesh s'étend partout. Ça, vous en avez la conviction. On en parle peu finalement, mais Daesh s'étend. Bien sûr. D'abord, il est à cheval, on le sait, depuis maintenant pas mal de temps, entre l'Irak et la Syrie. Mais il y a une extension de Daesh en Libye, contrôle la bande de Sirte sur la mer. Donc ça fait obstacle aussi. Ça. Donc ça, c'est extrêmement grave. Je crois qu'il faut en prendre conscience. Ensuite, on sait très bien qu'il faut des actions militaires pour contenir Daesh. On l'a fait en Irak, heureusement, parce qu'après la prise de Mossoul, Daesh menaçait d'envahir Bagdad, quand même, c'est-à-dire de mettre la main sur l'État irakien. Donc on a évité ça. On a évité ça, on a contenu, on n'a pas vaincu Daesh. Et maintenant, il y a ces frappes militaires qui ont le même objet à la fois des Américains, les nôtres qui sont plus modestes en Syrie. Donc il faut des actions militaires. Mais il n'y a pas de solution militaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est une solution politique. Alors, la solution politique, laquelle? Tout le monde est d'accord avec ça. Dans les entretiens que j'ai eus à Téhéran, Oui, tous les responsables iraniens ont, comme nous, dit il n'y a pas de solution militaire. Il peut y avoir des actions militaires, mais pas de solution militaire. Au final, c'est qu'une solution politique. Le problème, c'est que nous divergeons et qu'il faut essayer par le dialogue d'arriver à se mettre d'accord sur deux points où nous n'avons pas le même point de vue, les mêmes raisonnements. Premièrement, l'origine de cette tragédie humanitaire en Syrie. 250 000 morts, des millions. Bon. L'origine, nous disons, c'est parce qu'il y a eu, au moment des printemps arabes en 2011, des revendications d'une partie de la population syrienne pour avoir plus de droits et d'autonomie. Et de l'autre côté, on nous dit, mais pas du tout, c'est des terroristes. Et des terroristes qui sont venus pour abattre Bachar el-Assad. C'est ce que vous ont dit les Iraniens. C'est un raisonnement qu'on entend beaucoup, et en particulier là-bas, pas de tous les Iraniens, mais enfin, on entend beaucoup ça. Et donc, des terroristes qui sont venus de l'étranger, pour l'essentiel. Alors, bon, donc on a une discussion là-dessus, parce que il y a certainement des terroristes venus de l'étranger, malheureusement des Français parmi eux, aussi, et des Européens, mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est que dans la transition politique, nous disons, on ne peut pas vouloir tout le monde autour de la table, toutes les composantes de la société syrienne, et dire l'avenir de ce pays, c'est Bachar el-Assad, après les massacres. Parce que, ça, pour vous, c'est pas possible. Et en tout cas, sans doute qu'une transition, c'est une transition. Donc ce président a été réélu dans des conditions que nous trouvons contestables, mais voilà. Donc personne ne met, me semble-t-il, aujourd'hui, ne fait un préalable du départ de Bachar el-Assad, mais certainement pas sa présence, un aboutissement. Ça, c'est bon. Alors donc, voilà, nous en sommes là. Ceci dit, il y a une volonté. La volonté commune, elle est sur trouver une solution politique, combattre absolument Daesh, qui est un mal absolu et dont les Iraniens disent à quel point il fait du mal à l'islam. Ça n'a rien à voir avec n'importe quelle religion.
et certainement avec l'islam, et troisièmement, agir pour la paix. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Hein. Et il y a peut-être deux ennemis, mais on ne peut pas offrir quand même au peuple syrien soit l'un, soit l'autre. Parce que sinon, ça veut dire que toutes les oppositions démocrates non violentes n'ont aucun droit à la parole. Et voilà, donc on en est là. Un paysage bien compliqué. Romain Mazno, RCF. Vous parliez d'Israël et des Palestiniens. Quand vous entendez le Premier ministre Benjamin Netanyahou dire que Hitler n'a pas vraiment voulu la Shoah, mais qu'il s'est laissé convaincre par le moufti de Jérusalem de l'époque, vous dites quoi? C'est la déclaration de trop? C'est parfaitement choquant. Et d'ailleurs inexact et inapproprié. Je suis vraiment, vous avez vu toutes les réactions de toutes parts, et en particulier venues d'Allemagne, le porte-parole de la chancelière, qui a rappelé que les Allemands eux-mêmes, et en premier lieu, réaffirment à cette occasion la responsabilité des nazis. Bon, donc voilà. C'est... Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on parlait à l'instant de la Syrie. Il y a une nouvelle donne depuis quelques semaines, c'est l'intervention russe. Avec, alors on peut ne pas aimer M. Poutine, mais enfin, il intervient massivement, quitte à faire passer les Occidentaux pour un peu timorés. Donc, quelle est votre analyse de ça? Elisabeth Guigou. L'intervention russe, pourquoi pas? Nous-mêmes, nous intervenons dans le cadre d'une coalition. Donc, ce n'est pas le principe d'une intervention militaire que nous discutons, mais nous disons à la condition que ça vise Daesh et les groupes terroristes. Il y en a certainement d'autres, et pas l'opposition. Or, nous constatons, parce que ça s'est avéré, que, même si c'est contesté par certains, que l'aviation russe a bombardé des lieux dans lesquels que ne contrôle pas Daesh, accentuant encore l'exode des populations. Regardez, près d'Alep, par exemple. Vous savez, moi, j'ai reçu à l'Assemblée nationale une délégation d'Alep. Ce sont des gens extrêmement courageux, du conseil municipal d'Alep, des médecins, parce que c'est eux que la population élue. C'est un conseil municipal qui émerge de ce chaos. Il faut voir ce qu'ils vous racontent de leur quotidien. Ils commencent le matin à repérer les largages de barils d'hélicoptères, à enterrer les morts, à évacuer les blessés, puis ça recommence toute la journée, et ça recommence le lendemain. Donc, alors, c'est pour ça que nous discutons avec les Russes de ça. Et je pense qu'il faut garder ce fil. Et ce que nous disons, c'est que dans la transition politique, elle prendra du temps, forcément. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, dans l'immédiat, il faut absolument obtenir de la communauté internationale qu'on mette fin au largage de ces barils d'explosifs et de chlore, hein, car il y a usage dans tous les témoignages directs nous le disent. Et ça, là, j'espère que la France va pouvoir faire aboutir une résolution au Conseil de sécurité, elle est en train d'être élaborée, pour que la communauté internationale, y compris la Russie par conséquent, y compris la Russie. Donc ça, vous en parlez avec la Russie? En tout cas, c'est discuté dans les chancelleries. Oui. Moi, je ne suis pas dans la négociation, dans le poste où je suis, mais et je pense qu'il faut que nous obtenions que la Russie fasse ce geste-là, de dire, avec l'influence que la Russie, et d'ailleurs l'Iran, j'en ai discuté avec mes interlocuteurs iraniens, ont comme influence sur Bachar el-Assad, arrêter les largages. Il est le seul à pouvoir le faire parce qu'il est le seul à avoir des hélicoptères. Or, il faut des hélicoptères pour s'approcher suffisamment près, sinon c'est pas avec des avions à réaction qu'on largue des barils de TNT. Mathieu Castagnier, La Croix. Est-ce que notre volonté de trouver des alliés dans cette région ne nous pousse pas parfois à faire des compromis avec nos standards moraux vis-à-vis d'un certain nombre de pays? Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, dont on se rapproche beaucoup et qui multiplie les exécutions capitales, vous qui avez été ministre de la Justice. Est-ce que ça vous semble naturel? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Elisabeth Guigou. Oui, c'est vrai. C'est un sujet et c'est un débat. Ce que nous faisons quand nous allons dans ces pays, et j'ai pu être témoin du fait que notre gouvernement le fait, le président le fait, je le fais, c'est que chaque fois, nous disons, nous sommes opposés à la peine de mort, ça n'est pas une solution. Il y a d'autres solutions judiciaires et nous plaidons
en particulier sur des dossiers individuels. Je l'ai fait à Téhéran. Moi, je laisse. Ce fameux jeune homme, ce voilà, jeune chiite, à la fois oralement. C'est vrai que nous faisons le choix de le faire discrètement. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça peut être efficace. Parce que sinon, on donne on donne l'impression de donner la leçon, d'empiéter sur la souveraineté, d'attenter à la dignité des gens. Moi, j'ai pu observer dans tous les pays où je suis allée, récemment en Égypte et en Iran, pour les derniers, qu'on nous écoute de façon attentive et j'ai l'espoir que ça puisse aboutir. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément en Égypte, c'est un autre pays dont la France est partenaire, notamment lui vendant beaucoup de matériel de guerre. On leur a vendu des Mistral. C'est une aubaine pour la France, mais ce n'est pas non plus un modèle de démocratie, l'Égypte. C'est pas un problème. Elisabeth Guigou. Écoutez, moi, je pense qu'il faut s'abstenir de vendre des armes lorsqu'il y a des sanctions internationales, ou lorsque, par exemple, ça s'est destiné à des régimes qui massacrent leur population. Bon. Regardez, ou bien qui contreviennent très très gravement aux règles internationales, qui menacent la paix. C'est ça. Nous l'avons fait en interrompant la livraison des Mistral, annulant la livraison des Mistral à la Russie en raison de l'annexion de la Crimée et de l'empiètement dans l'est de l'Ukraine par des forces soutenues par les Russes ou Russes. Donc on le fait. Simplement, voilà, donc on se conforme aux règles internationales. Pour le reste, moi je crois qu'il faut être pragmatique. On veut une Europe de la défense, on veut avoir notre propre autonomie, on veut pouvoir agir lorsque notre sécurité intérieure est menacée, lorsque la sécurité des Français est menacée, alors il nous faut une défense. Et pour avoir une défense, il faut une industrie de défense. Et pour avoir une industrie de défense, elle peut pas être, ces armements, ils ne peuvent pas être seulement achetés par le gouvernement français. Il faut qu'ils soient vendus à l'étranger. Donc voilà, il faut observer des règles. Même si un certain nombre de terroristes salafistes trouvent leur terreau et leur origine dans l'Arabie Saoudite, dans ce type de régime-là. Bien sûr, c'est un sujet. Une préoccupation. Bien sûr, évidemment. Et nous le disons, mais d'ailleurs, la question, par exemple, non seulement de l'origine idéologique, c'est très important, et c'est très important qu'on ait des débats là-dessus, et qu'on ait des discussions, mais la question du financement du terrorisme, du financement des passeurs, fondamentale. Donc, on sait très bien que dans beaucoup de pays voisins de la Syrie et de l'Irak, il y a eu, au minimum, si vous voulez, une complaisance vis-à-vis de ces trafics. C'est de la criminalité internationale, voilà. Les passeurs d'immigrants, c'est de la criminalité internationale qui rapporte plus, me dit-on, maintenant, que les trafics de drogue. Vous imaginez les sommes que ça brasse. Donc il faut traiter ça comme de la criminalité internationale. Romain Mazneau, RCF. Justement, sur la crise des migrants, quand vous voyez la Hongrie ériger des murs à ses frontières, quand vous voyez les succès de la droite populiste dans des pays comme l'Autriche, le succès de Pegida qui trouve un second souffle, le mouvement anti-islam en Allemagne, vous dites que l'Europe est menacée, l'unité européenne est menacée par cette crise. Il y a plus que l'unité européenne, qui est menacée, européen. Les valeurs européennes. Vous vous rendez compte ? Vous imaginez une Europe qui soit une succession de barbelés. En plus, c'est inefficace. Non seulement c'est moralement... Aujourd'hui, on laisse un pays membre de l'Union européenne construire des murs à ses frontières. Oui, mais c'est voilà. Donc moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus fermement. Le président François Hollande l'a fait. Dans les conseils européens, dire à la Hongrie, vous n'avez pas simplement adhéré à une zone de libre-échange commercial. Vous avez adhéré à une union de valeurs. Il faut relire la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est le seul espace politique au monde où la peine de mort soit interdite, où la torture soit interdite, où pour adhérer, il faut abolir la peine de mort et s'y tenir. Donc, alors là, la construction de ces barbelés, c'est la négation de tout ce que nous avons fait depuis maintenant 70 ans. C'est quoi les représailles possibles vis-à-vis de la Hongrie ? C'est quoi ? Elle va rester membre de l'Union européenne de toute façon. Écoutez, il y a des dispositifs dans le traité. Je ne demande pas ça pour l'instant. Il faut que ce soit les responsables qui voient si c'est opportun. M. Orban a commencé à mettre un peu d'eau dans son vin, on va dire. Bon. Mais il y a un dispositif dans le traité qui dit que s'il y a une persistance de violation des valeurs européennes, eh bien, on peut aller jusqu'à la privation du droit de vote
dans les instances européennes. Donc je pense qu'il faut rappeler ces choses-là pour appeler à la raison. Après, alors ça c'est choquant. Et la deuxième chose, c'est que évidemment la progression des partis extrémistes, populistes qui nient ces valeurs, qui sont sur la xénophobie, le racisme et l'anti-islam. Après avoir, ce sont les mêmes d'ailleurs qui il y a quelques années faisaient de l'antisémitisme à haute dose. Là, il y a une sorte de transfert. Si vous voulez, ça, il faut le combattre. D'abord parce que ce sont des partis qui n'ont aucune solution, qui prospèrent sur le malaise et sur les difficultés évidemment quotidiennes, mais qui ne sont que le réceptacle de ces peurs et de ces protestations, qui ne proposent aucune solution. Aucune, sauf des solutions qui ne feraient qu'aggraver les problèmes, comme par exemple la sortie de l'euro, ou l'annulation ou l'abolition de l'euro. C'est quelque chose de... l'euro nous a protégés de ces crises financières internationales, heureusement. Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Elisabeth Guigou, vous êtes notre invitée dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous allons marquer une première pause, à tout de suite. Retour dans le studio de Face aux chrétiens. Notre invitée cette semaine, Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Je voulais rester sur les questions européennes. David Cameron doit faire connaître bientôt ses exigences pour faire campagne pour le maintien du pays, du Royaume-Uni dans l'Union européenne, puisqu'il y aura un référendum probablement d'ici fin 2017. Quelle serait, selon vous, la ligne jaune à ne pas franchir, les conditions qui ne seraient pas acceptables? Elisabeth Guigou. Moi, d'abord, je souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Je pense que la sortie serait un appauvrissement pour l'Union européenne. À mon avis aussi, mais ça c'est mon avis, une catastrophe, exactement. Enfin, c'est aux Britanniques de choisir, évidemment. Voilà. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la simplification, parce qu'il y a eu trop d'empilement de textes. On peut faire beaucoup de choses sur la clarification des compétences. On peut faire beaucoup de choses sur l'association, davantage associer les parlements nationaux à la définition des législations européennes. Ça, c'est d'une façon générale, ce n'est pas uniquement par rapport au Royaume-Uni, les mesures que vous évoquez. Oui, général, mais le Royaume-Uni le demande. Et il a raison de demander tout ça. Donc finalement, c'est grâce à un pays plutôt eurosceptique qu'on va améliorer le fonctionnement de l'Europe, c'est ça ? Si, en tout cas, les questions posées par le référendum britannique aboutissent à ça, pour moi, ce sera une bonne chose. Bon. Après, ce qui n'est pas acceptable, c'est de revenir en arrière ou de détricoter les politiques européennes, spécialement en matière sociale. Il y a un risque de ce côté-là qu'il faut conjurer. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est de remettre en cause la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne, que ce soit pour les Européens, les citoyens de l'Union européenne, ou d'ailleurs pour les étrangers admis légalement sur le sol de l'Union européenne. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous vous inquiétiez tout à l'heure de la montée des populismes, mais en même temps, on voit que tous ces mouvements dans les différents pays d'Europe progressent dans les urnes, légalement. Ça pose un problème. Est-ce que ça veut dire que les populations sont complètement égarées ? Non, je pense que les populations européennes ont peur. Peur des menaces extérieures, il y a de quoi. L'Europe est ceinturée il y a une ceinture de crise autour de nous. Et qu'il faut que l'Europe se mette en situation, l'Union européenne, de mieux répondre à ces peurs. Si l'Europe a réussi au XXe siècle, c'est parce qu'elle a répondu aux peurs de l'époque. La guerre. Oui, la guerre, la démocratie, la dictature, la prospérité. Bon. Là, maintenant, aujourd'hui, les peurs, elles sont perçues et elles existent comme venant de l'extérieur. Tant que l'Union européenne continuera à regarder son nombril, à ne pas pouvoir résoudre ses crises internes suffisamment et à ne pas avoir une politique extérieure, on aura ces phénomènes. Donc moi, je plaide pour que nous ayons une vraie politique d'asile et d'immigration européenne. On le voit, c'est une évidence, là. Cette crise des réfugiés, peut-être d'ailleurs qu'elle serait une opportunité pour montrer qu'on ne peut rien faire tout seul, que la solution, ce n'est pas les barbelés aux frontières nationales, qu'on est interdépendants. Et on est interdépendants entre nous, et en plus, on dépend du monde extérieur. L'Europe doit avoir une politique de développement, une politique d'aide à ses populations, une politique de partenariat avec les pays de son voisinage, qu'ils soient à l'est ou qu'ils soient au sud.
On ne le voit pas venir, tout ça. Mais ces politiques communes. Alors ça avance un peu, mais c'est très insuffisant. Mais oui. C'est pour ça que moi je plaide pour que... je suis persuadée que pour revivifier le projet européen au XXIe siècle, eh bien, il faut que l'Europe regarde au-delà de ses frontières et qu'elle se dise, je dois me doter d'une politique extérieure sur tous les plans. Mais ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Elle se regarde le nombril, comme vous dites. Ça doit... Vous êtes inquiète pour l'Europe, fondamentalement? Vraiment? Je pense que l'Europe traverse une crise de son projet, mais je reste malgré tout confiante. Pourquoi? Parce que regardez, dans la crise de l'euro depuis 2007 maintenant, ça fait quand même 7 ans, 8 ans, avec retard, sans doute insuffisamment, mais on a surmonté cette crise. Et on a montré maintenant, le sujet, c'est, dans la zone euro, on va faire une union politique. On n'a pas le choix si on veut la consolider durablement. Donc on en a posé les bases. L'union bancaire, vous savez, c'est pas rien. C'était un premier pas. Donc voilà, alors dans les propositions de François Hollande, d'avoir un trésor européen, d'avoir des transferts, davantage de solidarité, d'avoir un parlement de la zone euro, parce qu'il faut de la légitimité démocratique, tout ça va dans le sens d'une union politique autour de la zone euro, avec autour une union à 28 qui sera probablement plus lâche, mais qui peut avoir des projets très mobilisateurs, comme par exemple la communauté européenne de l'énergie. Ce n'est pas une sorte d'union au rabais, et puis peut-être autour encore un cercle plus vaste. Mais donc moi, je ne perds pas espoir pour l'Europe. Bien, vous conservez l'espérance. Mathieu Castagnier. Je vous ramène sur la question des migrants et en particulier à Calais. Alors là, on est en bordure non pas de l'espace européen mais de l'espace Schengen. Comment gérer ces gens qui veulent aller en Angleterre et qui maintenant construisent une ville frontière 6 000 personnes 6 000 personnes dans des Zone de conditions qui vont devenir épouvantables avec l'hiver. Quelles solutions concrètes vous proposez? Est-ce que l'Angleterre doit les accueillir, le Royaume-Uni doit les accueillir? Est-ce qu'il faut les dispatcher dans les différents pays de l'Union où ils n'ont pas forcément envie d'aller? Que faire? Elisabeth Guigou. C'est un sujet très difficile et très douloureux. Moi qui ai eu à gérer le centre de Sangatte. Déjà? C'était il y a combien de temps? Déjà, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et aujourd'hui, Calais? J'en parlais avec M. Gentilini, le patron de la Croix-Rouge, qui avait fait ça hier soir. Donc on l'a fermé parce que ça avait créé un abcès de fixation. Néanmoins, les gens pouvaient se doucher, manger. Donc on a redécouvert ça. Voilà. Alors, ce que fait Bernard Cazeneuve, je crois, est exemplaire. Nous en discutons souvent, nous l'avons reçu. Il y a un effort certain, non seulement pour héberger dans de meilleures conditions les gens. Par exemple, les femmes et les enfants sont accueillis dans des bâtiments en dur et pas simplement dans des tentes pour fournir de la nourriture, ce qui n'était absolument pas le cas quand les gens étaient terrés dans des bus de chantier. Pour essayer de fournir suffisamment de douches, c'est insuffisant parce que l'afflux déborde. Ce que Bernard Cazeneuve a engagé, c'est une coopération très concrète avec l'Angleterre, parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Donc l'Angleterre, pour la première fois, finance 35 millions d'euros, à la fois la sécurisation des frontières, pour qu'il n'y ait pas ces débordements, parce que les forces de l'ordre, évidemment, ont un mal fou, il faut leur rendre hommage d'ailleurs, et puis pour permettre aussi de coopérer sur la gestion de ces flux. Alors, ce qui reste à faire, c'est une vraie harmonisation de la politique de l'asile. On n'empêchera pas que les demandeurs d'asile veuillent aller davantage en Angleterre s'ils ont de la famille là-bas et parce qu'on parle anglais et parce que l'anglais maintenant est répandu, plus que le français. On n'empêchera pas qu'ils veuillent aller davantage en Allemagne parce qu'il y a davantage d'emplois en Allemagne en ce moment que chez nous. Mais ce qu'il faut arriver, c'est à gérer ensemble ces flux. Et je crois surtout à faire comprendre dans les pays d'émigration ou de transit aux migrants, voilà ce que vous pouvez obtenir, voilà ce qui vous attend chez nous. Et c'est l'effort que nous faisons, par exemple au Liban, en Jordanie, en Turquie, pour pouvoir avoir des centres d'accueil dans lesquels on dit, voilà les droits qu'ont les réfugiés, voilà à quoi s'exposent les migrants économiques qui ne sont pas admis légalement chez nous. Je crois que c'est une coopération avec les pays d'émigration. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, dans la première décennie de 2000, on parlait beaucoup de Euromed, du partenariat euro-méditerranéen. Même le président Sarkozy aussi avait lancé l'UPM. Bon, tout cela est enterré. C'est paradoxal, alors que la rive sud de la Méditerranée est en ébullition totale. Pourquoi on a laissé tomber ce projet? Vous qui êtes né au Maroc, Elisabeth Guigou, vous connaissez bien cette région. Oui, et qui suis toujours attachée au partenariat euro-méditerranéen. D'abord, on ne l'a pas tout à fait enterré. Il subsiste.
c'est très important. Il subsiste deux institutions. Le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée qui est à Barcelone et qui est dirigé par Fatallah Sigil-Massi, un Marocain très capable, qui fait des projets très concrets et économiques, de nature économique essentiellement. Et puis il y a la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures que j'ai l'honneur de présider depuis le mois de janvier dernier et qui est sur le périmètre des 43 pays de l'Union pour la Méditerranée et qui cherche à favoriser en direction de deux publics prioritaires, les jeunes et les femmes, justement, le dialogue interculturel, y compris le dialogue religieux d'ailleurs. Donc nous faisons ça à bas bruit, c'est vrai, on n'est pas visible, pas suffisamment, mais je vous assure que quand on touche avec un programme qui s'appelle Jeunes Voix arabes et qu'on va étendre à tout le pourtour de la Méditerranée, même à l'Europe, quand on touche 90 000 jeunes, c'est pas rien. Parce que on a pu mesurer dans des études extrêmement sérieuses réalisées au sein de la Fondation qui existe depuis 10 ans, qu'il y a une aspiration commune de toutes les sociétés, que ce soit au nord de la Méditerranée ou au sud, vers les mêmes valeurs. Vous en êtes bien sûr, Elisabeth Guigou. À plus de 85%. Oui. Mais ce sont des études sociologiques, pas seulement des sondages comme ça, superficiels, faits dans les 43 pays, qui sont vraiment reconnus par l'ensemble des communautés scientifiques et sociologiques, et qui mesurent ça. Donc, je pense que les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Les gouvernements, ils ont un rôle fondamental, c'est d'essayer d'agir pour la paix, sous tous les angles, humanitaire aussi. Mais il faut absolument s'appuyer davantage sur la société civile, sur les parlementaires. Moi, j'observe dans mes voyages, par exemple, que le dialogue entre parlementaires, qui est souvent beaucoup plus franc, beaucoup plus conflictuel quelquefois, parce que c'est les profondeurs des sociétés, et les ONG, les associations, il faut qu'on les aide davantage, ça compte. Romain Mazenot, RCF. Je voulais en venir à l'actualité française. On a vu les incidents de Moirans dans l'Isère impliquant des gens du voyage. On a vu ces voitures incendiées, la mutinerie dans la prison, le trafic ferroviaire interrompu. Comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas eu d'interpellation ? Alors c'est vrai qu'il y avait des hommes cagoulés, mais quand même il y a eu ce même genre d'incident dans la Somme au mois d'août, toujours pas d'interpellation. Qu'est-ce que vous répondez à la droite quand elle dit finalement que fait l'État ? Vous qui avez été ministre de la Justice. D'abord, c'est insupportable, voilà. Que des gens comme ça, quels qu'ils soient, contestent des décisions de justice. On est dans un état de droit, on doit respecter les décisions de justice et on doit respecter les forces de l'ordre, qui font un travail dangereux. Voilà, donc c'est insupportable. Et il faudra qu'il y ait des sanctions. Alors maintenant, parce que nous sommes dans un état de droit, on n'interpelle pas sans avoir de preuves. Et c'est ça, donc il y a des vidéos, et même si les gens ont porté des cagoules, il y a des vidéos, il y a des témoignages. Les vidéos, elles ne portent pas simplement sur les visages, elles portent sur les habits, les chaussures, il y a de la police scientifique, donc tout ce travail va se faire, et j'espère que ça aboutira à des interpellations et à des condamnations. Mais depuis les incidents dans la Somme, rien n'a été fait ? Non, je ne dis pas que rien n'a été fait. Il n'y a pas pour l'instant de résultats visibles, parce que c'est vrai que dans un état de droit, l'action de la justice prend du temps. Et ça, il faut arriver à l'admettre. Et donc c'est l'action de la police conjointe et de la justice qui doit être privilégiée, mais il n'y a aucune espèce de laxisme ou de négligence. Il y a une indignation, d'ailleurs le Premier ministre l'a exprimé hier à l'Assemblée nationale. Mathieu Castagnier-Lacroix. Justement, le Premier ministre et sa ministre de la Justice s'offusquent qu'on puisse encore faire à la gauche, globalement, un procès, non pas en angélisme, mais en compréhension d'un certain nombre de violences, en laxisme. Voilà. Est-ce que vous estimez que ce débat est totalement terminé ? Jospin, qui avait, dit-on, perdu la campagne présidentielle sur ces questions-là, est-ce que vous estimez que maintenant la gauche est parfaitement au clair avec les valeurs d'ordre et de sécurité ? Écoutez, je pense que c'est un débat que la droite a imposé et que la gauche a perdu parce que la gauche a eu peur de son ombre. Voilà. De son ombre. À l'époque. Et que si nous avions mené ce combat, comme il est mené depuis quelques années par la gauche, en disant d'abord, nous avons des lois et les lois, il faut les faire respecter. Il n'y a aucune espèce de laxisme. L'autorité doit s'imposer.
l'autorité de la loi. Mais elle doit s'imposer dans l'état de droit. Et quand j'entends le Premier ministre actuel, c'était le cas de Jean-Marc Ayrault, aussi le Président, dire chaque fois qu'on met en cause l'action de la justice, dire au Parlement, vous n'avez pas le droit, vous, élus de la nation, de mettre en cause les décisions judiciaires parce que nous respectons l'indépendance de la justice qui est un pilier de l'état de droit, et bien voilà. Donc, on aurait dû faire ça bien plus tôt. Alain Baron, en dehors de ces faits divers tragiques, il y a aussi une montée des violences sociales. On a vu ces images lamentables à Air France. Comment vous expliquez cette montée des tensions dans la société française? Elisabeth Guigou, quelle est votre explication? Ça m'inquiète. Hein. Et je pense que la seule réponse, c'est le dialogue social, je crois. Ce dialogue social, il existe. Hein. Il donne lieu à beaucoup d'accords. Je pense qu'il faut inlassablement expliquer que face à ces violences, il faut la reprise du dialogue. Voilà. C'est inadmissible, évidemment, d'avoir des violences physiques sur n'importe qui. Hein. Inadmissible. Et donc, là aussi, j'espère qu'il y aura des sanctions. Elles sont, la justice est saisie, mais en même temps, il faut la reprise du dialogue, parce qu'il y a une vraie désespérance sociale. Il y a des gens qui sont menacés d'être privés de leur emploi, qui vont tout perdre. Voilà, il y a des mouvements de colère qu'il faut non pas excuser, sûrement pas, mais qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer de contenir. Une question brève de Mathieu Castagnier pour une partie brève. de la gauche met sur le même plan la violence sociale et la violence tout court, et a excusé, sinon compris, les violences qu'ont subies les cadres d'Air France. Là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Ils ont tout faux? Non, moi, je désapprouve ça. Je ne mets pas sur le même plan. Je dis que les violences physiques sont inacceptables. Si on ne peut pas aller vers une société d'affrontement physique. Où ça s'arrête? Eh bien, ça sera la fin de cette première partie, de cette deuxième partie, de Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui, Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens. Notre invitée cette semaine, Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Mathieu Castagnier pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, madame, est-ce que vous avez... Alors, deux questions en une. Est-ce que vous avez voté au référendum du Parti socialiste et qui a été un petit peu entaché, semble-t-il, par certains dysfonctionnements? Et puis, est-ce que ce référendum n'arrive-t-il pas trop tard? Elisabeth Guigou. J'ai voté, bien sûr. J'ai voté par Internet parce que j'étais... Une seule fois? Parce que vous savez que la question a été posée. Oui, je sais. Oui. Mais, enfin, écoutez, sur les 200... Moi, j'ai posé la question. Hein, sur les 250 000, un peu plus votants, c'est quand même quelque chose. Il y a une majorité écrasante de gens qui sont venus, qui sont déplacés, de militants qui avaient des urnes en papier. Voilà. Donc, en tout cas, moi, dans mon département de Seine-Saint-Denis, ça a été le cas. Hein. Les gens qui ont voté, ce n'est pas ceux qui étaient là en attente sur Internet, c'est ceux qui ont été démarchés par des militants et qui ont dit, ben oui, après tout, voilà, il faut qu'on s'affirme pour l'unité de la gauche. Bon, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, non? L'unité de la gauche n'est pas réalisée? Non, je ne crois pas. Je crois que dans le contexte actuel, Jean-Christophe Cambadélis a bien fait de prendre l'initiative, déjà. Et deuxièmement, on a prouvé qu'il y avait quand même 250 000 personnes qui étaient d'accord avec l'unité de la gauche. C'est pas rien. Je pense que c'est un atout pour la campagne des régionales. Je viens du lancement par Claude Barthelone de son projet pour la région Île-de-France. Et je pense qu'il faut se battre pour ça, parce qu'il y a la menace ici aussi du Front National. Romain Masneau, RCF. Précisément, votre objectif pour les régionales, c'est quoi? Si vous conservez 3-4 régions, vous serez satisfait? Écoutez, on ne peut que perdre des régions, puisque l'on a toutes gagné la dernière fois. et que les élections intermédiaires sont jamais favorables au pouvoir en place. Jamais. Vous préparez le terrain à une défaite, à une débâcle? Non, pas une défaite, non, ni défaite ni débâcle. Le fait que, objectivement, si vous voulez, on ne devrait pas, cette fois-ci, gagner toutes les régions sauf une. Mais voilà, j'ai bon espoir, oui, dans certaines régions. Ce que je déplore, c'est que dans les régions où on est les plus faibles, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité de la gauche, justement. Par exemple, en Provence, à la Côte d'Azur, qui est une région que j'aime bien, que je connais bien. Dont vous avez été député. Mathieu Castagnier, La Croix.
Alors justement, une région qui passerait aux mains du FN, est-ce que pour vous c'est l'occasion de voir ce qui va à gérer une région ou est-ce que c'est un coup porté à l'image de la France? Parce qu'on a le sentiment qu'on disait ils vont gagner des mairies, on va montrer qu'ils sont incompétents, etc. Ça ira mieux la prochaine fois. À force d'aller mieux la prochaine fois, ça va finir par poser un vrai problème un jour. Elisabeth Guigou. Oui, non, moi, je pense qu'il faut combattre le Front National sur deux fronts, permettez. Celui des valeurs, sûrement, surtout pas l'oublier, mais pas seulement. Sur les solutions ou l'absence de solutions concrètes qui sont proposées. Je ne pense pas que le bilan des mairies du Front National soit quelque chose d'absolument flamboyant. D'abord, il y a beaucoup de malversations, alors il y en a peut-être quelques-unes, bon. Mais, et puis, où sont les propositions du Front National pour les régions, pour l'emploi, pour la cohésion sociale, pour la culture? Où sont-elles? Moi, je ne les vois pas, on n'en parle pas, on ne parle que de la crainte des immigrés, de ces peurs qu'on attise. C'est contre ça qu'il faut s'insurger. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez la direction de... J'en sais rien. Moi, Marion Maréchal Le Pen, qui est dans la commission des affaires étrangères, est une jeune femme qui est intelligente. Mais qu'est-ce qu'elle propose? Rien. Alain Baron, Radio Oui, on parle beaucoup de remaniement après les régionales, ne serait-ce que pour remplacer M. Le Drian, dont on dit qu'il serait possiblement élu en Bretagne. Ça va faire un appel d'air, ça, au gouvernement. Vous êtes pour le retour des écolos dans l'équipe gouvernementale? Oui. Ou de vous-même, Elisabeth Guigou? Ou de vous-même? À l'un ou l'autre des postes régaliens? Le retour des écologistes, c'est beaucoup plus important que... Que le retour d'Elisabeth Guigou. Oui. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'équilibre politique. Voilà. Donc avec le nouveau parti de M. de Rugy j'en sais rien. C'est pas non plus une question de choix individuel. Est-ce que les écologistes, ça semble être en bonne voie, qui sont pour la coopération avec la majorité actuelle, arrivent à se constituer en force politique? Ce matin, je voyais Jean-Vincent Placé, il y a François de Rugy avec lui, Barbara Pompili. C'est bien. Ce sont des écologistes de centre-gauche, sociodémocrates. Voilà, qui se revendiquent de ce courant-là. Et je trouve que c'est une offre politique qui doit exister parce qu'il y a une demande politique. Bon. Et en plus, c'est au centre de gravité quand même de la vie politique française. Justement, pas aux extrêmes. Donc moi, je trouve que c'est très bienvenu. Et s'ils peuvent, à un moment donné ou à un autre, en tant que force politique, entrer au gouvernement, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Romain Mazno, RCF. Quand on voit l'impopularité de François Hollande, la façon dont il a été reçu en Seine-Saint-Denis à la Courneuve, justement, est-ce qu'on peut imaginer encore des primaires de la gauche pour désigner le meilleur candidat en 2017 ? D'abord, moi je connais bien ce territoire quand même. La ville de la Courneuve joue ma circonscription. J'étais pas là parce que j'étais à l'Assemblée aux questions d'actualité, mais écoutez, ça m'a paru très grossi quand même. C'est pas parce que vous avez quelques dizaines de personnes, peut-être même moins, qui sont très vocaux, comme on dit en Italie, qui crient. Vous avez aussi des tas de gens qui étaient là, qui ont accueilli le président, qui ont demandé des selfies. Bon. Donc, ne glosons pas là-dessus. Je pense que le président a un mérite fondamental, c'est qu'il va au contact. Et il demande le dialogue. Et quand ce dialogue... Et il persiste dans ce dialogue. Et donc, je pense que voilà, il a ce courage-là, que ça lui permet de mieux saisir les demandes qui lui sont adressées, qui sont adressées au gouvernement, et qu'il a raison de persévérer en faisant ça. Mathieu Castagnier et Lacroix. Pour compléter, c'est le seul candidat possible de son camp pour 2017 ? En tout cas, si François Hollande décide de se représenter, il sera le candidat des socialistes. Il n'y aura pas de primaire face au président de la République sortant. Ça, pour vous, c'est clair? Pour moi, c'est clair, oui. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Effectivement, le président Hollande est sur le terrain presque tous les jours. Certains même disent qu'il fait un peu comme Sarkozy, il occupe le terrain médiatique. Mais malgré tous ces efforts de communication, sa cote de popularité est quand même toujours très faible. Comment vous expliquez ça? C'est un vrai problème politique quand même. Oui, bien sûr, parce que je pense que les gens attendent principalement des résultats sur le chômage. Voilà. Et que c'est ça qui est le cancer de notre société. Et donc, il faut... Et je pense que la ligne qui est tenue par le gouvernement et par le président, qui est réaffirmée, finira par porter ses fruits. Peut-être plus tardivement et plus faiblement mais très franchement, je ne vois pas d'autre ligne possible que celle du sérieux
en matière de gestion des finances publiques. C'est indispensable de poursuivre ça, sinon on va dans le chaos, et que celle du soutien aux entreprises et aux forces vives qui créent des emplois, avec évidemment le dialogue social et le souci de la cohésion sociale et de la justice sociale. Et ça, c'est la politique fiscale qui est menée par le gouvernement. Et sa politique sociale, quand on fait le tiers payant, bon, eh bien ça, c'est une mesure de justice sociale que la droite n'a pas prise, quand même elle a largement supprimée. Donc c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous parlez de la ligne économique qui vous semble la seule possible, qui est traduite par un budget en général, qui est l'acte fondamental. Les frondeurs ont été un petit peu moins nombreux que l'année dernière, mais un député a voté contre le budget. Est-ce qu'à votre sens, il peut rester au Parti socialiste ? Elisabeth Guigou. Ça, c'est au Parti socialiste de le dire. En principe, ce que j'observe, c'est que dans ce débat budgétaire, nous avons, nous les parlementaires, réussi à faire bouger le gouvernement sur un point très important, c'est l'aide au développement. Et que c'est parti de la Commission des Affaires étrangères. On se rapproche des 0,7% qui sont toujours attendus. Non, c'est justement parce qu'on en est bien trop loin et parce que l'aide au développement avait diminué ces dernières années qu'il était indispensable non seulement de stabiliser, d'arrêter cette baisse, mais de reprendre une trajectoire. Vous avez vu les annonces faites par le président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU en direction des aides, de type d'aide au développement qui va vers le climat, c'est très important, vers les réfugiés, l'accueil des réfugiés. Tout ceci maintenant est mis en œuvre. Et moi, je suis heureuse que, en appui d'ailleurs des demandes des ministres concernés, la Commission des Affaires étrangères, Laurent Fabius et la ministre du Développement, Annick Girardin, se sont vraiment bien battus. On a obtenu cette rallonge. Alors après, il y aura des ajustements peut-être, mais le travail parlementaire n'est pas inutile. Romain Masneau, une question à l'ancienne ministre de la Justice que vous êtes. Christiane Taubira a reculé. Finalement, les avocats ne seront pas mis à contribution pour financer la hausse du budget de l'aide juridictionnelle, mais les avocats maintiennent leur grève. Et la semaine dernière, il y avait cette grève, cette manifestation des policiers devant la chancellerie, une première depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a un problème, Christiane Taubira? Est-ce qu'elle doit être remplacée après les régionales? Sans oublier les surveillants de prison qui manifestent aussi fortement. Elisabeth Guigou. Écoutez, moi je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y ait des manifestations contre un gouvernement qui augmente les emplois dans la police, et qu'il y en avait pas beaucoup le souvenir de manifestations contre les gouvernements qui ont supprimé les emplois dans la police. Donc je pense qu'il faut que ceci soit dit. En même temps, je comprends le malaise à l'intérieur des forces de l'ordre. C'est un métier dangereux. Là, il y a des pressions beaucoup plus importantes sur les forces de l'ordre avec la lutte contre le terrorisme. Donc, et je pense que là, ça mérite, mais le gouvernement va le faire, de créer encore davantage d'emplois et de donner davantage de souplesse à notre système. Les prisons, c'est un problème récurrent. Récurrent que vous avez connu? Que j'ai connu. On a mené une politique pénale, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une politique pénitentiaire, c'est la politique pénale qui fait la situation dans les prisons. On avait mené une politique pénale qui avait abouti à diminuer considérablement les détentions provisoires, qui sont vous l'avez reproché du reste, des détentions avant jugement. Oui. On avait réussi à désengorger beaucoup les prisons, pas totalement. Et puis, on a eu une dizaine d'années, qu'est-ce que vous voulez, où on a mis en place des politiques pénales dans lesquelles il n'y avait qu'une solution, c'était la mise en prison, y compris par la détention provisoire. Voilà ce que Christiane Taubira... Vous ne regrettez pas votre action? Mais bien sûr que non. Voilà. On a promu le suivi, les libérations conditionnelles et la réforme des services d'insertion et de probation. C'est ça qu'il faut poursuivre. Et Christiane Taubira, elle a cet héritage à gérer. Voilà. Elle ne peut pas d'un coup de baguette magique dire « je supprime la surpopulation dans les prisons », qui est évidemment épouvantable. Épouvantable pour les détenus, épouvantable pour les personnels qui travaillent dans ces prisons, parce que, naturellement, ils ne peuvent rien faire de leur travail de réinsertion, qui est dans leur mission. Il n'y a pas que... Et donc, voilà, ça c'est l'héritage. Alors maintenant, sur les avocats... moi je suis dans un département où il y a un barreau, le barreau de Bobigny, qui est le plus pauvre de France. Voilà. Où vous avez des dizaines et des dizaines d'avocats qui s'occupent de ces populations très défavorisées et qui sont très peu rémunérés, qui certains font d'ailleurs presque que de l'aide juridictionnelle. Eh bien, j'approuve Christiane Taubira quand elle augmente la valeur
de l'aide juridictionnelle, et quand elle dit qu'il faut trouver des financements pour ça, parce qu'il y a des limites à ce que le budget de l'État peut faire. Elle voulait prendre les sous chez les avocats. Et donc, non, mais alors après, il faut discuter avec les avocats, parce qu'il ne s'agit pas de les... Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand Christiane Taubira a dit qu'il y a 16% des avocats qui contribuent à 84% de l'aide juridictionnelle, il y a quand même un problème. Donc il faut voir, il faut discuter avec les avocats. C'est peut-être pas par les fonds des CARPA, il faut discuter avec les avocats sur la façon que l'ensemble de la profession puisse contribuer d'une façon ou d'une autre à l'aide juridictionnelle. On arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Encore 2 questions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, dans un mois, Paris va accueillir la fameuse conférence sur le climat, la COP21, comme on dit. Est-ce que, au-delà des enjeux réels du climat, est-ce qu'il n'y a pas une formidable opération de communication autour de tout ça? Elisabeth Guigou. Peut-être, mais tant mieux. Parce qu'on faisait le point hier avec Laurent Fabius, qui va présider la conférence de Paris, et qui s'y donne beaucoup depuis des mois. Je dis tant mieux parce qu'il faut absolument faire comprendre à toutes nos populations que c'est un enjeu vital pour la planète, vital. Et que pour l'instant, nous sommes encore sur une pente plus proche des 3%. On n'est plus, avec les contributions qui sont annoncées pour la conférence de Paris, sur une pente d'ici à 2100, hein, donc on a quand même le temps de réagir, mais sur une pente d'un réchauffement de 4 à 5 degrés, mais quand même encore sur une pente de 3 degrés. Laurent Fabius nous disait hier, il est allé récemment au Bangladesh, il y a 40% du territoire maintenant qui est menacé d'être submergé par la mer. C'est-à-dire, et alors il n'y a pas simplement la menace physique sur les populations, il n'y a plus moyen de faire de l'agriculture parce que tous les cours d'eau sont salinisés, les terres sont pleines de sel. Donc il va falloir, si on continue comme ça, il va falloir se retirer des côtes, y compris chez nous. Alors, voilà, donc c'est un enjeu majeur. J'espère que ça va être davantage compris. Il y a plus d'optimisme pour la conférence de Paris. C'est pas encore gagné parce que quand même on a maintenant 150 contributions de 90% des pays émetteurs de plus de 90%, l'OCDE émetteurs de gaz carbonique. Donc on a quand même beaucoup avancé. Il y a des progrès sur le financement. Les fameux 100 milliards qu'il faudrait chaque année pour aider les pays en développement qui ont légitimement besoin de se développer, bien sûr, c'est de nous rattraper pour accéder aux énergies renouvelables, faire peut-être sauter par-dessus l'économie carbonée d'ailleurs. Donc tout ça va dans le bon sens. Ce qu'il faut, c'est avoir une révision, peut-être tous les 5 ans, de ces objectifs, parce que ce ne sera pas acquis d'un seul coup, et qu'après Paris, même si Paris réussit, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Une dernière question très brève de Mathieu Castagnier, La Croix, pour une réponse très brève d'Elisabeth. Un accord à Paris serait-il une victoire pour François Hollande, et à l'inverse, une défaite, un non-accord, une défaite pour François Hollande? Elisabeth Guigou. Écoutez, en tout cas, on aura fait tout ce qu'on aura pu, mais on n'est pas les seuls acteurs, et les gouvernements ne sont pas les seuls acteurs, comme vous savez, mais je trouve que c'était courageux de la part de François Hollande et de Laurent Fabius de prendre la tête de cette COP, parce que à l'époque, hein, quand la France est d'ailleurs la seule candidate, François Hollande et Laurent Fabius nous racontaient qu'on leur a dit, tous les partenaires ont dit bon courage. Hein. Alors voilà, il y a du courage, pas encore tout à fait les résultats qu'on attend, mais du courage en tout cas. Très bien, ce sera votre dernier mot, Elisabeth Guigou. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité dans cette édition de Face aux chrétiens. La semaine prochaine, nous recevrons le porte-parole des Républicains, le député républicain Sébastien Huyghe. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens et toutes les précédentes sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine. Merci à vous tous.